En fait, je suis très heureuse d'animer cette rencontre parce que quand on regarde un petit peu en arrière, ça fait pas très longtemps que cette question-là, la place des femmes dans le théâtre, nous préoccupe. Elle a fait irruption sur le devant de la scène dans les années 2009, hein, si je ne m'abuse, par l'entremise de la publication d'un rapport de Ren Pratt, qui a révélé des chiffres. Vous en avez quelques-uns qui sont publiés dans ce fascicule, qui ont eu un écho assez retentissant parce qu'évidemment tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de souci dans le théâtre, que tout allait bien. Parce qu'effectivement, comme ça, on peut se dire que les femmes, elles sont là, on peut en voir sur les plateaux, dans l'administration. Elles sont à des postes souvent de relations publiques, de communication. Si on élargit le spectre des métiers un peu connexes, elles sont majoritaires, par exemple, dans les métiers des attachés de presse, assez majoritaires. Chez les critiques, c'est-à-dire chez mes confrères, nous sommes majoritaires, les consoeurs, sauf au Masque et la Plume, mais ça c'est une autre histoire. Et voilà, et en fait, quand on prend ces chiffres comme ça, de manière très froide, on est assez interloqué, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors je ne vais pas vous accabler des chiffres parce que vous les avez sous le coude et vous pourrez les compulser chez vous plus tranquillement, mais c'est vrai que 92% des théâtres sont dirigés par des hommes, 86% des établissements d'enseignement sont dirigés par des hommes, 78% des metteurs en scène sont des hommes, 96% des opéras, grâce à l'apport des opéras en région, sont dirigés par des hommes, c'est-à-dire qu'il y a 4% de femmes, mais ce n'est pas les opéras nationaux, c'est les opéras en région. Et puis il y a un autre chiffre aussi un peu inquiétant, enfin en tout cas troublant, 52% des jeunes compagnies dont les budgets alloués de subventions sont inférieurs ou égaux à 30 000 € sont dirigés par des femmes. Et ce chiffre tombe à 19% dès que le budget, la subvention, est inférieur ou égal à 150 000 €. Voilà, donc c'est des chiffres un peu surprenants. Ils sont même accablants. Et en fait, par quel mécanisme en est-on arrivé là? Parce qu'on se dit que quand même, il y a une histoire du féminisme en France, qui, elle non plus, n'est pas très vieille au regard de l'histoire en général, mais qui a fait irruption sur la scène politique dès les années 60. Et on pourrait se dire que le théâtre est un lieu peut-être qui est à l'avant-garde des idées, et puis finalement, on s'aperçoit que non. Par quel mécanisme en sommes-nous là, aujourd'hui encore? Oui, alors c'est une très, très vaste question. Et effectivement, la réponse, elle est à plusieurs étages. Peut-être commencer par effectivement cette image. Effectivement, le coup de tonnerre est venu du premier rapport de Ren Pratt en 2005, même si évidemment des expériences de discrimination et de domination se vivaient au quotidien jusque-là, bien sûr, mais ce rapport a été extrêmement saisissant parce qu'il est venu révéler, et ça c'est la première chose très importante à dire, il est venu tendre un miroir au spectacle vivant particulièrement violent. Particulièrement violent parce que le monde du spectacle vivant se découvrait sexiste. Et c'est un secteur professionnel qui se vivait comme étant de gauche, qui se vivait comme étant progressiste, et qui donc, par rapport à d'autres secteurs professionnels, se sentait plutôt en position de donner des leçons de façon générale de bonne conduite politique. Et là, la vérité statistique était tout à fait autre. Donc ça, c'est vraiment important de le signaler parce que je pense que si cet écart entre l'image de soi qu'avait le monde du théâtre, après on verra de qui il est composé et par quoi ça passe du coup, mais si cet écart n'avait pas été si grand, sans doute qu'on n'aurait pas avancé depuis. Parce que ça, c'est quand même la première chose qu'il faut dire aussi. C'est pour ça que je dis que la réponse à la question comment on en est arrivé là est complexe, mais l'état des lieux, il est complexe aussi. Parce que, en fait, il y a plusieurs images qu'il faut faire coexister. Du point de vue des chiffres,
on n'a effectivement pas du tout évolué. Par exemple, depuis 2005, concrètement, on n'a pas du tout évolué. Si vous prenez... alors, il y a plusieurs... on y reviendra aussi sur les chiffres, qui les fait, comment et qu'est-ce qui nous raconte ces chiffres-là. Mais en gros, aujourd'hui, vous avez, depuis 2013, la SACD qui édite cette brochure « Où sont les femmes ?» voilà, avec des chiffres... donc, j'en évoquerai un ou deux après, pour illustrer la question justement des étages des chiffrements. Mais les chiffres globalement depuis 2005 qui sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que ça soit sur le nombre de femmes metteurs en scène dans les théâtres, que ce soit sur le nombre surtout des femmes à la direction des théâtres, la direction si on prend par exemple la direction des théâtres nationaux, il y a même eu depuis quelques années une régression puisque maintenant il y a 0 femme, il y a quelques années ici il y en avait une. Pour les centres dramatiques nationaux, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Du point de vue de ces données chiffrées-là, rien n'a changé. Ça, c'est incontestable, ou en tout cas extrêmement peu. Par contre, et ça, c'est un point très, très important, le discours a changé. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des discours sexistes qui avant passaient tout à fait bien, y compris de façon plus ou moins publique, et qui là ne sont absolument plus audibles. Ça, c'est quand même un changement important. C'est pas suffisant, mais c'est déjà important. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le discours des institutions et le discours des pouvoirs publics est extrêmement offensif. Et donc, ce qui a changé, c'est que c'est devenu un sujet, et c'est devenu un sujet légitime. Ça, c'est vraiment pas rien. Alors, ça, encore une fois, ça passe vraiment par le rôle des institutions. Il faut vraiment y insister parce qu'on est dans une économie subventionnée par la puissance publique et que donc, et puis encadrée aussi du coup par la puissance publique. Ce sont eux qui donnent les subventions. Indirectement, ce sont eux qui financent les programmations. Donc c'est un acteur qui compte. Donc évidemment, le type de discours qu'il produit, il a des effets assez forts. Donc le discours a changé, les chiffres n'ont pas changé. Voilà, donc l'état des lieux, en résumé, c'est un peu celui-là. Alors on pourrait dire, alors du coup ce sont que des mots et puis ça sert à rien. Pas du tout parce que, et ça Reine Pratt dans le rapport de 2006, elle le dit déjà, elle dit en gros sur ces questions-là, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs phases par lesquelles il faut passer. La première phase, c'est celle du diagnostic. Donc le diagnostic, c'est son premier rapport. Voilà. La deuxième phase, c'est la phase de sensibilisation. Et on peut dire que là, on a bien avancé de ce point de vue-là. Et puis après, il y a 2 autres phases qui sont le fait de se fixer des objectifs, y compris des objectifs chiffrés, et ensuite de mettre en place les politiques pour atteindre ces chiffres-là, et puis de voir si on les atteint ou pas. Donc là, clairement, on en est à l'étape sensibilisation, et l'étape atteinte des objectifs chiffrés, on n'y est pas encore. Voilà, donc on est en cours de chemin, mais le chemin, il n'est pas fini. Alors, voilà. Les discours ont changé. Effectivement, on a entendu des ministres. En plus, on a eu des femmes ministres, donc c'est vrai que c'était pas une question... c'était pas anodin. Et on a entendu un discours très volontariste sur la nomination de femmes à des postes importants dans des CDN. Mais on sent bien que si le discours a changé, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour l'instant, les chiffres sont sans appel. Il y a tout l'aspect économique. C'est-à-dire que comment on peut... parce que, évidemment, si on n'en reste qu'au côté symbolique, y compris, vous le disiez vous-même, on est perdant. Par exemple, ici, auparavant, c'était une femme qui dirigeait ce lieu. Ayant été remplacée par un homme, il n'y a plus une seule femme qui dirige un théâtre national. Donc voilà, donc là on est en régression. Mais au-delà de ce côté symbolique, il y a tout un système économique qui fait que quand même, entre le moment au départ où des jeunes gens et des jeunes femmes vont dans des écoles apprendre leur métier de metteur en scène, d'auteur, d'acteur, tout ça, et à l'arrivée, il y a une déperdition. Et alors ça passe par, quand je dis économique, c'est même pas que économique, c'est aussi politique. Où disparaissent-elles ces jeunes femmes qui sont là, où est-ce qu'elles se volatilisent dans la nature? Il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre peut-être de la légitimité. À un moment donné, elles ne se sentent plus légitimes là où elles sont pour continuer à réclamer aussi leur place. Enfin.
Alors effectivement, une des entrées dans la question, c'est celle des trajectoires professionnelles. Donc là, je voudrais rendre hommage à un rapport qui vient de sortir, qui a été fait par une collègue, Raphaël Doyon, précisément sur les trajectoires professionnelles des comédiennes et des metteurs en scène, qui a été fait pour le compte de l'association HF Île-de-France, dont on va beaucoup parler, puisque ça a été quand même un des grands acteurs de la mobilisation suite au rapport Rennes-Pratt. Alors effectivement, ça passe par des tas de choses différentes. Alors ce qu'il faut commencer par dire, c'est que par exemple, du point de vue des comédiens et des comédiennes, la concurrence est beaucoup plus violente pour les femmes que pour les hommes à l'entrée, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de femmes candidates dans les écoles, et qu'il y a de façon générale autant de garçons que de femmes, autant de femmes que d'hommes qui sont pris dans les écoles. Alors ça dépend un peu, il y a des nuances à apporter, mais globalement, il y a une concurrence à l'entrée qui est plus rude. Ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est là où il y a deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, le monde du travail dans du spectacle vivant, il est comme les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir opéré les mêmes mécanismes de discrimination qui existent dans l'ensemble de la société. Et puis il y a quand même des choses spécifiques au spectacle vivant pour plusieurs raisons. Alors effectivement, plus on monte, en fait, moins il y a de femmes, hein, globalement. C'est-à-dire que dans les compagnies qui ont les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure, ils sont assez exemplaires de ça. Hein. Quand vous avez des petites compagnies avec des petits budgets, après on verra aussi même selon les activités, les types d'activités, ce ne sont pas les mêmes. Donc voilà, dans les petites compagnies qui font des choses pas très valorisées, vous avez beaucoup de femmes. Là où il n'y a pas d'argent, il y a des femmes, hein, en général. Et puis plus vous montez, que ce soit pour les compagnies bien aidées, les compagnies subventionnées, qui sont des compagnies plus reconnues que les autres, donc encore plus la direction des lieux, voilà, plus vous montez, moins vous avez de femmes. Donc à ça, il y a plusieurs raisons. Il y a des mécanismes d'intériorisation, hein, de ce point de vue-là, par exemple, HF Bretagne a fait une enquête qui était très intéressante, là sur les demandes de budget, en fait. Quand c'est des compagnies qui demandent de l'argent aux subventionneurs, ils se sont posé la question pourquoi les femmes ont moins d'argent. Alors, on leur donne moins d'argent quand elles en demandent, mais il y a aussi autre chose, il y a aussi que les femmes demandent moins d'argent. Donc ça, c'est des mécanismes d'intériorisation. Statistiquement, les femmes, quand elles font une demande d'aide au projet pour un spectacle, pour créer un spectacle, elles vont faire des demandes beaucoup plus modestes, voilà, que des hommes. Et d'ailleurs, du coup, après, il y aura parfois, ce que montrait l'étude, c'est qu'il y avait plus de décalage entre les demandes et ce que les gens obtenaient réellement pour les hommes que pour les femmes. Mais par contre, les subventionneurs, ils ne donnent jamais plus que ce qu'on a demandé. Donc si vous demandez peu, vous n'allez pas avoir beaucoup. Voilà, donc ça, on est dans des mécanismes d'intériorisation. D'une part. Après, il y a aussi des mécanismes, et ça, c'est des mécanismes qu'on observe dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas spécifique au spectacle vivant. Après, il y a d'autres mécanismes, là aussi typiques, qu'on retrouve partout, qui sont que, par exemple, sur tout ce qui concerne on vieillit, on a des enfants, par exemple, on choisit de fonder une famille, comment on se répartit dans le couple les tâches domestiques. Bon, tout ce qu'on dit habituellement sur la double journée, sur le fait qu'il y a un partage inégalitaire des tâches qui reste encore très conséquent aujourd'hui, bon, ça joue dans le spectacle vivant comme ailleurs. Sauf que, c'est là où on arrive aux choses spécifiques, il y a des facteurs spécifiques qui alourdissent les discriminations et qui font que le monde du travail artistique, il est plus discriminant que d'autres. Pour des raisons toutes simples, qui sont que c'est des métiers dans lesquels on va travailler les soirs et les week-ends, dans lesquels on va avoir besoin de partir en tournée, et que du coup, ça pose des questions beaucoup plus tendues sur le partage des tâches domestiques. Donc les comédiennes restent jeunes au sens où elles ont plus de mal à rester dans la profession que les hommes. Voilà, ça c'est un facteur. Il y a aussi dans les autres facteurs spécifiques au spectacle vivant le fait que souvent ce sont des intermittents et que la façon de prendre en compte le congé maternité dans l'intermittence est tout à fait problématique. D'ailleurs, c'est pour ça que se sont montés des collectifs d'intermittents spécifiques, les maternitantes, parce qu'il y a vraiment des questions là propres à ce monde-là. Donc voilà, il y a une sorte de mélange à la fois de critères propres à ce monde-là et puis de mécanismes qui sont là comme ils sont dans l'ensemble de la société. Et c'est
c'est pour ça que c'est important de lutter sur les deux fronts. Et dans les choses qui jouent aussi, et ce que montre très bien le rapport de Raphaël Doyon, là, récent, où elle a fait vraiment des enquêtes, une enquête de détail, où elle a fait beaucoup d'entretiens, c'est aussi le fait de nier la réalité. Et donc, ce que montre l'enquête, c'est qu'il y a énormément de femmes qui, tout en subissant des discriminations, elles parlent, dans les personnes qui ont été interrogées, il y a notamment des femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel et qui, tout en racontant qu'elles ont été victimes de harcèlement sexuel, peuvent dire aussi mais je vois, enfin, pour moi, la question de l'égalité homme-femme, elle ne se pose pas dans le spectacle vivant. Donc voilà, il y a aussi ça a à voir aussi avec l'état de la conscience politique des artistes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui est assez peu dit, hein, mais voilà, les artistes sont partie prenante aussi des discours, et je dirais que les pouvoirs publics prennent plus à bras le corps le sujet aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, du point de vue du discours, mais il est extrêmement important ce discours, que les artistes eux-mêmes. Ça reste encore compliqué à formuler. Mais quand je vous entends dire que les femmes demandent moins d'argent, qu'elles ont intériorisé tous ces aspects discriminatoires, cette histoire de la double journée, mais ça voudrait dire quoi? Qu'elles sont en partie responsables aussi de cette situation? Elles la subissent, elles la taisent, elles la cachent? Ah ben oui, il y a des femmes qui la taisent et qui la cachent, bien sûr. Oui, mais les femmes sont responsables autant que les hommes du point de vue du fait de ne pas lutter contre. Après, les rapports de force étant ce qu'ils sont, on ne peut pas dire que les responsabilités se situent au même endroit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on est toujours sur cette idée qu'on est dans un chemin et comment on fait pour éventuellement aller plus loin sur ce chemin-là, il est évident que la libération de la parole, elle doit être plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Il s'est créé les collectifs HF. Pour l'instant, ils ont maintenant des collectifs un petit peu partout en région. Ça a été au début un petit peu difficile pour qu'ils s'imposent dans les débats. Et puis finalement, maintenant, on s'aperçoit qu'ils sont partie prenante de beaucoup de débats. Il y a eu une rencontre il y a peu à la Colline où c'était quand même assez tendu, si je puis dire, entre des directeurs de CDN ou de Théâtre National qui étaient certes bienveillants, puisqu'ils souhaitaient débattre de la question de la place des femmes dans le théâtre, mais voilà, et en même temps, il y a eu un affrontement. Ce sont des questions qui, non pas qu'elles soient taboues, elles ne le sont plus en tout cas, mais qui, pour l'instant, posent problème, quoi. Oui. Alors, en l'occurrence, le sujet de la polémique dans le cadre de ce débat-là, c'était pas sur la place des femmes. C'était pas ça. C'est une question extrêmement importante, qui est la question de l'élargissement des causes et l'élargissement de la question des discriminations hommes-femmes à d'autres formes de discrimination. C'est là-dessus qu'il y a eu à la fois des tensions, mais c'est là-dessus aussi qu'il y a des débats, et notamment il y a des débats très forts au sein d'HF, pour savoir à quel point on élargit ou pas la question de la place des femmes à la question de la place de ce que certains vont appeler la diversité culturelle, ou les minorités visibles, ou, pour le dire dans d'autres termes aussi, comment on intègre pas simplement les questions de genre, mais aussi les questions des rapports de race et de classe. C'est-à-dire pourquoi on... et derrière, il y a aussi la question pourquoi on trouve que c'est important qu'il y ait des femmes, ou qu'il y ait des noirs, ou qu'il y ait des gens issus des classes populaires sur scène. Quel est l'enjeu qu'il y a derrière? Et c'est là-dessus qu'il y a plusieurs positions qui s'affrontent, tout simplement, que ça soit sur la question de l'élargissement, ou que ça soit sur les termes dans lesquels on procède à cet élargissement, et sur les enjeux qu'il y a derrière. Donc, et alors, là aussi, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que cette question-là, la question de l'élargissement, qui est polémique aujourd'hui pour HF, c'était une question qui était à l'origine du rapport Rennes-Prat. C'est-à-dire que dans le premier rapport Rennes-Prat, elle dresse une espèce
c'était un rapport de la mission égalité, hein, et pour elle, les questions d'égalité, c'était pas que les questions d'égalité homme-femme. Donc elle a fait ce premier rapport en disant, dans ce rapport-là, je me focalise là-dessus, et c'est vrai que c'est ce qui a pris ensuite un peu ce qui a occupé le devant de la scène, mais dès le départ de ce projet-là, il y avait l'idée d'un élargissement. Et là, tous les acteurs concernés ne sont pas d'accord sur cette question. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la question de la discrimination, enfin sur les critères de sélection, par exemple, pour attribuer les subventions. Vous disiez qu'en règle générale, les femmes demandent moins, donc forcément, elles ont moins d'argent. Mais est-ce qu'il y a des critères qui sont aujourd'hui écrits, qui disent, est-ce qu'il y a une volonté plus que d'affichage de tenir compte de la place des femmes et donc de subventionner autant de compagnies de femmes que d'hommes, ou est-ce qu'on est encore au balbutiement, ou la question ne peut pas se poser comme ça? Si, elle se pose en fait très concrètement comme ça. Alors, par exemple, alors faut peut-être que je fasse un détour aussi en expliquant d'où je parle et comment j'en suis venue à cette question-là, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'est de façon plus large la question des inégalités dans le spectacle vivant et surtout, en fait, je suis venue à cette question parce que je faisais et je fais toujours une enquête que j'appelle sur la fabrique de la valeur esthétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait, à la fois, c'est ce que font les sélectionneurs, hein, les subventionneurs, les programmateurs, mais c'est aussi ce que vous faites, ce que moi je fais quand on voit des spectacles, on dit celui-là il me plaît, celui-là il me plaît moins. Et souvent aussi, on ne dit pas seulement ça, hein, on n'est pas dans la subjectivité, on dit celui-là il est bien, celui-là il est moins bien. Donc on pose des jugements de valeur et des jugements de valeur esthétique. Et puis donc, encore une fois, les spectacles que vous voyez, c'est parce qu'ils ont été présélectionnés que vous les voyez. Ils ont été présélectionnés avec l'idée qu'ils valaient mieux que d'autres. Donc il y a des spectacles qu'on va subventionner, des projets qu'on va subventionner et d'autres qu'on ne va pas subventionner. Donc moi, la question en fait de l'égalité homme-femme, je l'ai rencontrée indirectement à travers cette enquête-là. Alors, la première chose que je peux dire, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des entretiens avec toute une série d'acteurs de la sélection, des experts DRAC, des gens qui sont au ministère de la Culture, des gens qui sont à Arcadie, qui est une agence régionale en Île-de-France. Et puis ensuite, j'ai observé des commissions de subvention. Je m'attendais... on a toujours un horizon d'attente quand on fait une enquête, et je dois avouer que je m'attendais à voir des situations de discrimination. Et j'ai collaboré notamment avec l'association HF, et elles avaient une attente qui était en me disant, mais alors comment ça marche, où est-ce que ça se voit dans la sélection? Et à l'échelle de la subvention, ma difficulté, c'est que je ne l'ai pas vue, en fait. La discrimination, je ne l'ai pas vue directement. J'ai même vu plutôt le contraire, c'est-à-dire que j'ai vu que pour une commission DRAC, pour la première fois, il y avait autant de projets femmes, de projets portés par des femmes que de projets portés par les hommes qui étaient au départ dans les candidats. Et la première chose qu'a dit le chef du service théâtre, c'est à l'arrivée, il faut qu'il y en ait autant. Voilà. Donc on est dans un volontarisme politique qui ne va pas jusqu'à dire, même s'il y en a moins à l'entrée, on en met plus à l'arrivée, enfin on en met autant à l'arrivée, mais en tous les cas, il y a ce volontarisme. Après, le problème, c'est qu'est-ce qui fait que c'est une exception qu'on ait autant de projets portés par des femmes que de projets portés par des hommes. Et l'autre chose, ça c'est un point très très important aussi, c'est quels sont les montants, encore une fois, hein, les montants des subventions. Voilà, on parlait tout à l'heure des mécanismes d'intériorisation et également des différences de subventionnement. Par exemple, il y a aussi où est-ce qu'on est programmé. Est-ce qu'on est programmé dans la grande salle? Où est-ce qu'on est programmé dans la petite salle? À quel budget on a eu pour produire? Ça, c'est un affinement de chiffres, par exemple, qu'on commence à faire, hein, mais qui est aussi évidemment très important. Parce que même si on a autant de projets subventionnés de femmes et d'hommes, il faut savoir si on a les mêmes montants de subventions, hein, évidemment. Donc la question, la discrimination, on ne l'observe pas directement. Par contre, et c'est pour ça que c'est un élargissement qui me paraît très important, on va l'avoir indirectement. Et c'est là où moi je l'ai rencontré la question, parce que, précisément par le fait que moi je venais avec la question de la valeur esthétique. Parce que concrètement, dans les commissions de sélection, il y a des hiérarchies très fortes qui se font.
Et actuellement, alors il y en a une qui est de longue date et une autre qui est plus récente. Celle qui est de longue date, c'est précisément de mettre en valeur la valeur esthétique, c'est-à-dire de dire on va subventionner, ça paraît du bon sens, on va subventionner un projet pour la qualité esthétique de ce qui va être proposé. Sauf que par exemple, ce qu'on remarque, c'est que à l'échelle de l'ensemble des compagnies, pas simplement des compagnies subventionnées, mais à l'échelle nationale, la grande majorité des compagnies, et en particulier des compagnies qui sont dirigées par des femmes, de quoi vivent-elles? Elles ne vivent pas, en fait, des revenus de la création artistique. Elles vivent aussi de tout ce qu'on va appeler le travail de terrain, c'est une expression qu'on entend beaucoup, ce qui revient à dire des ateliers, des actions de sensibilisation, des formes participatives avec des habitants, etc., qui sont en général pas financées avec de l'argent qui vient de la culture, mais avec de l'argent qui vient de la politique de la ville, des politiques sociales de façon générale. Et ces projets-là, ils sont dévalorisés. Au sens où j'avais une conversation assez édifiante de ce point de vue-là avec un ancien conseiller DRAC qui m'avait dit, en gros, il y a deux, je lui parlais justement de ces différents types de projets. Il m'avait dit, c'est sûr qu'à partir du moment où vous commencez à vous investir dans les actions de terrain, vous n'arriverez plus jamais à avoir de l'argent pour vos projets artistiques. Et ce qui était formidable, c'était précisément qu'il ne le disait pas, mais il le montrait visuellement. On voyait qu'il y en avait un qui était en dessous de l'autre, très clairement, que ce qui est de l'ordre il me parlait des deux tiroirs, et il y en avait un qui était en dessous de l'autre. Le tiroir de tout ce qui est... il y a encore un peu l'idée que c'est de l'animation socioculturelle et de bas étage et qui est clairement dévalorisé dans le discours là, pour le coup, dans le discours des pouvoirs publics. Donc, c'est pas directement est-ce que c'est un projet porté par une femme ou est-ce que c'est un projet porté par un homme, mais c'est la dévalorisation d'un certain type de projet qui, statistiquement, est beaucoup plus porté par des femmes. Ça, c'est le premier critère de discrimination indirecte. Et le deuxième critère, parce que celui-là, il est très ancien, en gros, il date du moment de la création du ministère des Affaires culturelles, où on a séparé amateurs, professionnels, et on a fait du ministère de la Culture un ministère de l'art professionnel, et où on a mis jeunesse et sport à part. Donc, ça, c'est assez ancien. Par contre, il y a un deuxième critère qui devient de plus en plus tendu et qu'on demande de plus en plus aux sélectionneurs de prendre en compte, c'est le critère maintenant c'est vraiment dit comme ça, du professionnalisme. Et donc, on va subventionner des projets qui ont l'air professionnels. Alors, professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'air viables économiquement. C'est-à-dire qu'on demande plus seulement aux experts DRAC, par exemple, de porter un jugement sur la valeur esthétique, de dire là, le projet, il a l'air formidable, il y a des interprètes qui ont l'air très bien, etc. On va leur demander d'encourager des projets solides et des projets qui vont aboutir, des projets qui vont pouvoir tourner bien, longtemps, des projets qui ont un bon budget, pas simplement en termes de beaucoup de budget, mais aussi un budget solide avec des partenaires solides. Enfin, voilà, quelque chose qui a l'air professionnel. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a justement derrière ce mot-là et comment ça vient rencontrer la question de l'égalité homme-femme? Concrètement, on retombe sur des questions de quantité de moyens de production. C'est-à-dire qu'un spectacle professionnel, c'est aussi un spectacle qui n'a pas l'air amateur, qui n'a pas l'air mal fait. Mais un spectacle mal fait, c'est aussi un spectacle qui n'a pas eu assez de répétitions, par exemple. Un spectacle mal fait, ça peut être un spectacle où vous avez un effet spécial qui a l'air cheap, un peu. Des fois, il a l'air cheap parce qu'il l'est concrètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez d'argent pour qu'il soit plus, à la fois plus testé, que les matériaux utilisés soient ceux qui étaient rêvés initialement. Donc, on est sur des questions de moyens de production. Et c'est là qu'on retombe sur la question du fait que les femmes en ont moins. Donc, à chaque fois, c'est pour ça que c'est vraiment important d'élargir le champ, parce que sinon, on ne la voit pas, en fait, la discrimination. Parce qu'elle passe par des biais indirects. Et c'est important de l'élargir aussi pour les sélectionneurs, pour les pouvoirs publics, parce qu'eux-mêmes, ces opérations-là, ils n'y sont pas attentifs. Alors qu'ils revendiquent, et je pense avec une certaine authenticité, cette préoccupation. De toute façon, ils la revendiquent parce qu'elle leur est imposée, concrètement. Donc, on peut leur faire confiance. Ils la prennent à bras-le-corps. Mais les mécanismes indirects, ça, ils ne les prennent pas en compte parce que pour eux, il n'y a pas de rapport, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, cet élargissement-là. Mais ce que vous dites sur la différence selon que... dès lors que l'on travaille aussi
loin des plateaux, c'est-à-dire qu'on s'investit dans l'action sociale, les ateliers d'écriture, enfin bon, ou des actions de sensibilisation. Ça me rappelle un échange que j'avais eu avec Zaya Zouani, qui est chef d'orchestre. Elle est chef d'orchestre, c'est l'orchestre Divertimento, pardon. Elle est directrice du conservatoire à Stein, en Seine-Saint-Denis. Donc Zaya, elle cumule, c'est une femme, elle est d'origine maghrébine, elle vient d'une ville assez populaire en Seine-Saint-Denis. Donc elle a franchi tous les obstacles. Et elle est sur tous les terrains. C'est une fille extrêmement vigoureuse, très énergique. Et elle me disait que quand elle se produisait avec son orchestre au Châtelet ou à Pleyel ou à la Philharmonie, elle avait affaire directement avec le ministère de la Culture. Quand elle est à Stein ou en Seine-Saint-Denis, où elle travaille sur le territoire auprès des enfants, là, c'est le ministère de la Ville. Voilà. Donc, tout d'un coup, là, voilà. Et elle dit, je ne vois pas pourquoi on segmente comme ça mon activité professionnelle, que je considère, ça fait partie d'un tout. Je suis aussi bien sur le terrain en train de diriger mon orchestre qu'en répétition, voilà. Sur la question du professionnalisme et des critères esthétiques, mais c'est des critères totalement subjectifs. Enfin, ça veut dire quoi? Qu'il y a un cahier, il y a un cahier qui décide de quelles sont les esthétiques aujourd'hui qui sont porteuses sur. Enfin, c'est étrange. Hein. Du coup, on a l'impression. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on finalement on se dit qu'on voit toujours un peu les mêmes? Alors ça, c'est un sujet en partie. Enfin là, pour le coup, où on élargit vraiment, on peut. Oui, ben ça, en tout cas, c'est une question tout à fait passionnante, celle de l'accrochage entre la revendication d'une subjectivité extrême du jugement de la part des sélectionneurs et l'idée qu'il y a quand même derrière ça une universalité de leur goût. Mais est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les comités de sélection? Alors, il n'y a pas vraiment Alors, je dirais répondre en deux temps. La première chose, c'est que j'ai pas les chiffres en fait, généraux. je dis ça parce que, juste une petite incise, parce que tout le monde s'est ému suite à la publication de la liste des grands prix pour Angoulême. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ne figurait aucune femme à l'arrivée susceptible de remporter le grand prix, puisque si on entendait les explications un peu vaseuses du chef, c'est qu'aucune n'avait une œuvre digne de pouvoir être récompensée par un grand prix. Mais il se trouve que parmi les gens qui sélectionnent les futurs grands prix, je ne sais plus s'ils sont 10 ou 15 ou 20, il n'y avait qu'une seule femme. C'est-à-dire et en plus, une femme, je crois, une féministe, donc, mais totalement écrasée. Donc il y a quelque chose, je me dis, si effectivement, dans les comités de sélection, là où on décide des subventions, tout ça, les femmes sont minoritaires, forcément, ça va... Ouais, alors c'est là où je dirais qu'il faut répondre en deux temps. Bon, il n'y a pas de chiffres, globaux et il y a une énorme diversité de situations. En 2005, je crois qu'il y avait 2 DRAC à peu près paritaires, Île-de-France et Picardie, je crois. Et inversement, Pays de Loire était un petit peu en retard, parce qu'il y avait 3 femmes et 18 hommes. Voilà. Là, de toute façon, il y a une réforme des DRAC toute récente qui fixe comme cap, là pour le coup très chiffré, une parité. Donc de toute façon, ça c'est en train de bouger, mais c'est là où il faut quand même répondre en deux temps, parce que c'est pas parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qu'on arrive à une commission qui n'est pas sexiste. Donc c'est là encore une fois où entre un homme féministe dans une commission et une femme qui va pas du tout, qui va tenir des discours comme ceux que j'ai pu entendre de la part de certaines expertes, je voterais plutôt pour la présence d'un homme féministe. Non, mais parce qu'en fait, un des très gros problèmes du spectacle vivant, et c'est là où on tombe encore sur cette question de la valeur esthétique, c'est le discours sur l'art. C'est-à-dire, lors de la rencontre d'une des rencontres à la Colline, Stéphane Braunschweig expliquait que déjà c'était dur pour les comédiens en général en ce moment, que c'était dur pour les femmes dans la société en ce moment, que pour les femmes, pour les comédiennes, c'était doublement dur, quoi, qu'ils étaient vraiment très sensibles à leurs problèmes, mais que un des problèmes aujourd'hui, c'était que, vous le savez, le secteur du spectacle vivant n'est pas
ultra florissant, qu'il y a une forme de créativité de plus en plus grande de la part des programmateurs. Du coup, il y a davantage de classiques qui sont joués, et il se trouve qu'il y a plus de rôles masculins que de rôles féminins dans les classiques. Et donc là, le discours, il est intéressant à déplier parce qu'il y a un impensé derrière qui est qu'il faut absolument des distributions de type naturaliste et que, par exemple, on ne pourrait pas avoir une princesse de Clèves avec seulement des femmes ou on ne pourrait pas avoir, comme c'est le cas pourtant du spectacle de Gwenaëlle Morin, des Molières avec des femmes qui jouent des rôles d'hommes et inversement. Donc derrière, il y a quand même, encore une fois, cette question-là du type de valeur esthétique qu'on veut défendre, d'une part, et un autre biais par lequel ça joue la question esthétique, c'est de dire que c'est pas leur problème. C'est-à-dire que ce que disait aussi Braunschweig, c'est moi je peux pas prendre en charge cette question-là. Je la prends en charge à l'extérieur en tant que je suis citoyen, tout ce que vous voulez, mais par contre quand je crée, je crée. Et il est très puissant ce discours-là dans le spectacle vivant. Et c'est aussi pour ça sans doute que ce monde a du mal ce monde professionnel a du mal à avancer. C'est à cause du discours sur l'art qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'idée que les voies de la création sont impénétrables, que les questions de sexe n'y apparaissent pas, tout comme les questions de classe ou de race, que tout ça n'a rien à voir avec la grandeur de l'art. Et c'est un discours extrêmement violent parce que du coup, quand je parlais du discours de certaines expertes, c'est que concrètement certaines, précisément au moment où la DRAC ou la DGCA, donc où le ministère de la Culture disait dans le cadre de réunions il faut encourager des projets aidés par des femmes, et bien on pouvait dire oui, mais si elles n'ont pas de talent. Mais il est extrêmement violent ce discours parce qu'il revient à dire, à expliquer le fait qu'il y a moins de femmes concrètement qui peuvent accéder à des postes de direction ou qui peuvent prétendre à des aides parce que du coup derrière, s'il y en a moins, alors c'est qu'elles ont moins de talent, effectivement. Donc c'est pour ça que c'est très important de déplier à chaque fois qu'on l'entend ce discours-là. Et c'est pour ça que moi, il me semble, plus je travaille sur ces questions-là, plus il me semble que c'est à réviser notre appréciation de ce qu'on appelle valeur esthétique. C'est ça, pour moi, l'enjeu principal. Enfin, ça me paraît être la chose qui est la moins faite et la plus importante à faire. Je me rappelle, il y a 4-5 ans, il y avait une rencontre à Chef au Festival d'Avignon. Et était parmi nous une actrice suisse et très, très féministe, très combattante, et qui disait nous, de toute façon, on a pris la décision, on ne joue plus avec les hommes et on prend tous les rôles. Et donc ça avait provoqué un grand éclat de rire, mais tout le monde avait applaudi. Enfin, c'était très. Et voilà. Alors je ne sais pas si Magali Montoya a raisonné comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que le spectacle, Sa princesse de Clèves, avec non seulement que des femmes pour l'ensemble de la distribution. Et je trouve ça extrêmement beau, c'est d'une beauté, d'une force. Et voilà, moi j'étais complètement subjuguée par le fait qu'on passe de manière tellement limpide, tellement évidente tout d'un coup que le prince de Clèves soit une femme qui le joue, on l'oublie complètement au bout d'un moment. Je trouve ça très beau, très courageux, parce qu'effectivement, elles sont encore minoritaires, ces metteurs en scène qui vont de l'avant. Je ne sais pas si c'est un choix, je crois qu'elle est dans la salle, peut-être qu'elle nous en dira 2 mots. Et en plus, ce que je trouve très beau, c'est que, parce qu'il y a aussi des discriminations dues à l'âge, par exemple, quand Signoret dit « Mon temps mûrit, moi je vieillis », je trouve que dans la distribution d'hier, elle est intergénérationnelle et c'est très, très beau aussi d'entendre, de voir ces actrices et cet éventail d'âge représenté et qui portent ensemble cet ouvrage et cette langue et qu'elle nous donne à entendre de manière aussi belle. Voilà, donc c'était une petite parenthèse peut-être, mais alors, bon, je ne sais pas trop quelle heure il est, parce qu'on nous a dit qu'il fallait quand même que vous preniez aussi la parole, donc on ne va pas la monopoliser, parce que sinon on va dire que les femmes sont très bavardes et tout ça. Alors, la place des femmes dans le théâtre, donc ça c'était la question initiale posée. Alors, est-ce qu'elles bougent, est-ce qu'elles ne bougent pas, à quel rythme, est-ce qu'il y a des interstices où quand même ça avance un peu, ou on est encore dans du surplace? Non, mais... Oui, pour moi, on avance. Après, je pense qu'on avancera.
encore plus, à la fois effectivement par un volontarisme chiffré, c'est certain, mais c'est-à-dire on a beaucoup parlé et l'enjeu symbolique est évident, des directions, des femmes à la direction d'institutions, mais donner à quelqu'un qui a eu à gérer 20 000 euros de budget grand maximum, plusieurs millions d'euros, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi pour la personne. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas mis des tas de femmes en situation d'être candidates de façon naturelle et simple, ça sera compliqué. Et c'est aussi encore une fois, faut faire attention. Enfin, ça peut aboutir à des situations extrêmement violentes. Donc le problème, il est largement en amont. Donc évidemment qu'il faut des objectifs chiffrés, mais pas seulement à la direction des théâtres. Ça vient, à mon sens, c'est bien parce que c'est important de le faire en même temps, mais il faut commencer vraiment par le bas, aussi par les aides au projet, les aides au conventionnement, etc. Donc il y a les objectifs chiffrés, mais il y a aussi, de mon point de vue, vraiment la nécessité d'élargir le champ de la réflexion à d'autres questions, parce que c'est pas la seule question, et puis parce que, bon, alors après, ça c'est des questions de conviction politique, personnelle, mais de mon point de vue, s'il s'agit simplement que ce soit des femmes de la classe moyenne blanche qui prennent davantage le pouvoir, c'est une cause possible, par exemple, c'est pas la mienne. Je pense que si on lutte contre des discriminations, contre des dominations, c'est pas simplement pour un certain groupe, quoi. Il faut, enfin voilà, je pense que cet élargissement-là, il est nécessaire. Et pour agir, l'élargissement que j'évoquais à la question de qu'est-ce qui fait art, pourquoi c'est un problème de distribuer des femmes dans des rôles, parce que par exemple, pour revenir à Braunschweig, l'implicite qu'il y avait derrière aussi, c'est que on va distribuer, il y a un peu la notion d'emploi qui est encore là, hein, pour les comédiennes, qui est là dans le spectacle vivant, qui est encore plus violemment là dans le monde du cinéma. Donc c'est aussi ces façons de représenter, et donc vraiment ces esthétiques-là qu'il faut questionner pour pouvoir faire avancer la question spécifique de l'égalité homme-femme. Et ça, c'est des questions qui traversent le spectacle vivant, mais pas uniquement. Alors, des mesures ont été faites sur la question de la parité dans les grandes entreprises, voilà, pour essayer de faire exploser ce plafond de verre. Mais effectivement, comme vous le disiez au tout début, on pouvait penser que quand même dans le théâtre, voilà, les choses sont peut-être même un peu plus... Ah ben elles sont pires. Ah, elles sont clairement pires. Enfin, du point de vue des chiffres, le monde de l'entreprise capitaliste est bien plus progressiste. Mais parce qu'il a été contraint de l'être. Hein. Encore une fois, la contrainte a ses mérites, hein, parfois. Mais oui, les inégalités sont beaucoup plus violentes dans le spectacle vivant. Et il y a la question des femmes, il y a la question de la représentation, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, des classes sociales. Alors disons, d'abord, je ne sais pas s'il existe des études sociologiques sur qui sont ces jeunes gens qui font aujourd'hui du théâtre et qui se lancent dans le théâtre, parce qu'il faut quand même, on peut se dire que derrière, il faut avoir quand même un peu de soutien familial, parce qu'on ne gagne pas sa vie de suite. Mais ça pose aussi la question, par exemple, du public, de la diversité du public. Le public de théâtre est quand même... voilà, bien issus de la classe moyenne, souvent enseignants, avec des jeunes. Il y a des endroits où il y a quand même un vrai travail. Je ne veux pas du tout accabler, parce que je trouve que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de théâtres, les relations publiques font un travail extraordinaire, hein, auprès des jeunes publics et tout. Mais après, bon voilà, ça se perd. Idem sur la diversité du point de vue de couleur, c'est-à-dire qu'il y a peu de spectateurs noirs ou arabes dans les salles. Donc c'est... le théâtre serait-il devenu un art bourgeois? Mais ça fait un petit moment, oui. Mais que bourgeois? Non, mais pas bourgeois, classe moyenne, pas bourgeois non plus. Non, pas bourgeois, parce que par exemple, les CSP+, comme on disait jadis, ils vont à l'opéra, mais tout à fait. Ah bah oui, là, les statistiques sont assez significatives. Non, c'est vraiment un art de classe moyenne, plutôt, le théâtre, désormais. Mais ce travail, il a été fait
énormément du côté des publics, mais justement, il n'a pas été fait du côté des producteurs. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire s'émouvoir du fait qu'il n'y a que 16, et puis maintenant c'est 18%, la dernière enquête sur les pratiques culturelles des Français, 18% de la population qui a vu un spectacle dans l'année, des spectateurs de plus de 15 ans, parce que justement ceux de moins de 15 ans, ils y vont avec l'école, enfin, il y a des dispositifs pour les amener au théâtre. Donc ça, c'est presque devenu un passage obligé, hein, ce type de critique-là, d'ailleurs de façon excessive, parce que 18%, c'est pas rien non plus, hein, quand même. Donc du côté des spectateurs, ça, on l'a. Cette prise de conscience, elle est même ancienne, elle est même devenue presque paralysante. Mais elle n'a pas du tout été faite du côté des producteurs. Enfin, elle commence à peine à l'être. Et il y a quelques enquêtes, hein, qui commencent à être faites, notamment sur les écoles, parce que c'est un point important, évidemment, les lieux de formation, sur l'origine sociale de ceux qui font le théâtre. Parce que c'est aussi des questions, d'abord c'est des questions d'égalité, voilà, au sens où c'est payé par l'ensemble de la collectivité. Du coup, c'est sûr que, voilà, comme dans la plupart des secteurs publics, directs ou indirects, c'est une question qui se pose parce que c'est de l'argent public, mais c'est une question aussi d'imaginaire, parce que peut-être qu'on n'entendrait pas les mêmes œuvres, qu'on verrait pas les mêmes, on verrait pas non plus les mêmes corps. C'est pour ça que moi je suis vraiment très soucieuse, je pense que vous l'aurez compris, de cette question-là de l'élargissement, parce que pour moi la question c'est aussi, tout à l'heure vous évoquiez la question de la diversité esthétique, pour le coup, pas de la diversité culturelle, mais la diversité esthétique. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit sur les scènes et qui marche aujourd'hui? Quelles sont les esthétiques qui marchent et quels sont les collectifs qui marchent? Quels sont les corps des gens qu'on voit sur les scènes, des corps des spectacles qui marchent? Des corps souvent beaux, souvent jeunes. Il y a cette question-là aussi, par exemple, qui est importante et qui n'est pas du tout traitée. Donc c'est aussi la diversité des imaginaires. Et évidemment que quand c'est dans Le Monde, je lisais tout à l'heure un entretien avec Roche Dizem, qui était, enfin voilà, donc je vous conseille vraiment la lecture, qui revient justement sur son parcours de comédien, où il se sentait sans arrêt décalé, et pas simplement à cause de sa couleur de peau, mais aussi à cause du fait qu'il prenait le RER, qu'il n'était pas du même monde, et aussi quand on n'est pas du même monde, on n'est pas planté pareil sur la terre, et on raconte pas les mêmes choses. Donc il y a vraiment, de mon point de vue, un péril sur la diversité. Oui, des esthétiques et des imaginaires. Ça me fait penser ce que vous dites, qu'il faudrait songer aussi à élargir le spectre des critiques. Hein. Parce que l'uniformisation des goûts, de la part de certains critiques, participe en tout cas... Enfin, le même goût pour une certaine esthétique qui est dominante sur les plateaux aujourd'hui participe un peu à l'uniformisation du goût des spectateurs, même si les spectateurs sont suffisamment grands pour se débrouiller tout seuls et savoir apprécier ou pas les spectacles. Mais ça, je pense notamment quand Dieudonné Nyangona était artiste associé à Avignon il y a quelques années de ça, il n'y a pas très longtemps. Il était venu à la Carrière Boulbon avec un spectacle qui durait plus de 5 heures, avec des acteurs donc africains, je dis africain, mais en fait, parce que j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus s'ils étaient du Congo, Brazzaville et de Kinshasa, donc et de RDC. Et c'était un spectacle où il s'était complètement emparé pour ceux qui ont eu la chance, l'occasion d'aller à Avignon, la Carrière Boulbon, c'est en dehors des murs, c'est loin, c'est au milieu de la Garrigue, c'est un endroit magnifique, magique. Et il s'était complètement emparé de ce lieu, il l'avait totalement investi, il jouait dans tous les sens, dans tous les coins. Et alors effectivement, d'abord... ils n'ont pas la même diction, donc ils n'ont pas la même formation, donc il faut tendre l'oreille, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire qui est demandé aux spectateurs pour suivre, voilà. Et puis il y a une musicalité, une façon de jouer qui est pas tout à fait la même. Et je sais que moi, je suis restée pendant 5 heures mais totalement éblouie par ce qu'ils faisaient, par cette façon qu'ils avaient de raconter l'urgence d'un monde qui était en train de devenir fou. Quand j'ai vu tous mes confrères se lever et partir à l'entracte,
parce que ça les fatiguait, parce que ça courait trop, parce que ça braillait trop, presque. Et donc on a eu une discussion après. Hein, on a eu une rencontre entre les critiques et on s'est un petit peu bastonné parce que moi je pense qu'il faut que nous on soit capable aussi d'aller entendre ailleurs d'autres esthétiques. Et donc là c'était des acteurs africains qui venaient avec leur imaginaire, qui nous le faisaient partager. Et j'ai l'impression que cette question effectivement elle peut rencontrer aussi la question de la place des femmes, c'est-à-dire cette capacité de se dire, bon, oui, ce que vous disiez tout à l'heure, quand Gwenaëlle Morin fait jouer des Sganarelle par des femmes, c'est important, ça bouscule un peu nos habitudes. Voilà, en général, c'est un homme, il faut qu'il soit très dynamique, qu'il fasse des bonds partout. Non, ça peut être aussi une femme, et puis... voilà, donc il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, hein. Alors, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir, dire qu'ils sont entièrement d'accord, pas du tout d'accord? Oui, je vois un monsieur. Peut-être je ne sais pas si c'est possible d'augmenter un tout petit peu la lumière dans la salle. Non, mais sinon, c'est pas grave, je vais augmenter le taux de stress. Bonsoir. En fait, moi, j'avais une question. J'entends votre discours qui est super intéressant. Et en fait, je voulais savoir quelles seraient les limites de cette discrimination positive que vous souhaitez finalement. Pour des bonnes raisons, j'entends. Mais y aurait-il des limites et si oui, lesquelles? Princesse de Clèves jouée que par des femmes. Du coup, on se pose la question pourquoi que des femmes? Est-ce que c'est un discours politique? Or, est-ce que l'art doit être politique? Enfin voilà, il y a toute cette question-là qui se mêle. Et moi, ma question, c'est de savoir quelles sont les limites, comme dans une entreprise, d'avoir un certain taux de femmes, un certain taux. Un certain taux. Voilà. Bah oui, on parle de, vous l'avez dit, on parle dans une entreprise, donc moi je parle chiffré. Et donc voilà, quelles sont selon vous, quelles seraient les limites s'il y avait vraiment une discrimination positive à mettre en place dans le monde du théâtre? La limite de la discrimination positive, c'est qu'il y en a besoin. C'est ça la limite principale, c'est qu'on ait besoin de passer par là pour pouvoir résoudre, plus exactement corriger une situation d'inégalité. L'intérêt de... Alors c'est des débats vraiment complexes sur cette question-là de façon générale, hein, la discrimination positive, mais l'immense intérêt de cette notion-là, c'est qu'elle prend acte d'une discrimination. C'est-à-dire, je précise ça parce que là, je le disais tout à l'heure, quelque chose d'assez saisissant. Donc, il y a eu le prix d'Angoulême, on en a beaucoup parlé. Il y a eu les Oscars aussi, dont vous avez forcément entendu parler. Enfin, ils se sont émus eux-mêmes. Et là aussi, il y avait la présidente de l'Académie des Oscars est une femme, elle est noire. Et elle n'avait rien dit avant que d'autres fassent éclater le scandale. Et Charlotte Rampling a eu une réaction... admirable, elle a dit que c'était du racisme anti-blanc, en fait, ce tollé qu'il y avait eu. Voilà. Comme si, du coup, on voulait discriminer les hommes et on voulait discriminer les blancs. Tout ce scandale qu'il y avait eu. Mais du coup, ce discours-là, il est d'une violence extrême parce qu'il vient à nier ce contre quoi vient lutter la situation initiale qui est celle d'une discrimination. La discrimination positive, la formule même, elle est problématique. Mais elle vient dire, on est en train d'essayer de lutter contre une discrimination existante. C'est pour ça que je vous dis, la limite de la discrimination positive, c'est qu'on en ait besoin. Pour moi, après, évidemment que c'est effectivement problématique, mais pour moi, là où ça va être problématique, c'est pour ça que je pense qu'il y a la question de... mais c'est des questions extrêmement complexes, parce que si je reprends le cas du spectacle vivant, le cas des nominations, évidemment que c'est important, à partir du moment où on veut faire émerger une question, de mettre en lumière combien il y a de femmes à la direction des théâtres nationaux. Évidemment que c'est extrêmement important. Le problème, c'est que si on met, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas du tout les épaules, mais c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle n'a pas du tout les épaules, c'est parce que si d'un seul coup, on vous met une immense somme d'argent et on vous donne une très grande équipe à gérer alors que vous ne l'avez jamais fait, ça va être effectivement compliqué, comme ça serait compliqué pour n'importe qui, et comme c'est compliqué pour n'importe qui. Donc le problème, c'est qu'il faut créer des situations où on ait beaucoup de candidates, comme on a beaucoup de candidats, parce que les femmes n'ont pas moins de talent que les hommes. Il n'y a pas de raison génétique à ça. Ou alors on admet... mais c'est pour ça qu'encore une fois, il faut à chaque fois déplier. Ou alors on accepte de dire que les femmes ont un cerveau moins grand que celui des hommes, comme celui des Noirs, et donc on admet l'extrême violence et l'extrême racisme et l'extrême caractère inacceptable de ces discours-là. Le problème, c'est qu'on est dans des situations où il y a des tas de choses qui sont licites parce qu'elles restent relativement tacites.
Mais voilà. Sauf que les femmes, quand même, ne se bousculent pas au portillon. C'est-à-dire qu'elles sont moins nombreuses à candidater. Bien sûr qu'elles sont moins nombreuses à candidater, mais encore une fois, parce qu'il y en a moins qui sont en situation de le faire. Parce que quand on vous a porté depuis tout, et parce que ça commence avec l'école, enfin je ne vais pas vous dire, je ne sais pas si vous connaissez tous ces des enquêtes, des expériences qui sont faites dans les écoles, comment d'ailleurs c'est le fait que ça soit les professeurs des écoles soient majoritairement des femmes, ça joue là aussi, qu'il y a aussi des femmes des maîtresses d'école qui ne traitent pas de la même façon les petits garçons et les petites filles. Tout ça s'apprend dès la petite enfance, hein. Il y a des tas de mécanismes différents et qui se cumulent, en fait. Le problème, c'est que ça se cumule depuis tout petit, donc ça se naturalise, parce que c'est invisible, vu que c'est partout. J'avais une question par rapport aux écoles, justement, parce qu'à vous entendre, on s'imagine qu'il y a une grosse responsabilité pour les futurs artistes de demain. Et est-ce qu'on les sensibilise, on aiguise leur sensibilité sociologique et politique quand ils sont en formation? Parce que s'ils deviennent des futurs directeurs de lieux ou des futurs experts d'art, ils doivent justement avoir toutes ces questions-là que vous évoquez aujourd'hui, l'intermédiation. Je me dis, mais c'est voilà, est-ce qu'il y a un travail qui est fait déjà? Je crois qu'il y a une situation extrêmement diverse selon les écoles. Donc je pourrais pas du tout en parler parce que je les connais pas toutes de la même façon, et puis parce que pour celles que je connais, il n'y a pas du tout d'uniformité, ouais. Il n'y a rien de proposé. Oui, c'est ça. Dans les cursus, est-ce que dans les cursus, il y a cet aspect-là qui existe, c'est ça? Voilà, il y a des temps vraiment de travail autour de qu'est-ce que c'est, de travail politique, en fait. Oui, sur la place des femmes. femmes. On parle de puissance publique, c'est hyper important, en fait, de parler de politique et de sociologie quand on va travailler après dans un domaine en lien avec l'art et la culture. Oui. Bon, je pense que Frédéric Bossier, qui est là, le dira peut-être. En tout cas, ça fait partie du projet de la nouvelle direction du TNS, hein, clairement. Et comme ça fait partie du projet du théâtre, ça fait aussi partie du projet de l'école, fatalement. Donc voilà, je pense que ici, il y a des choses, je pense que ce n'est pas totalement anodin qu'ils organisent ce type de rencontre. Pour le conservatoire, c'est évident aussi que Claire Lannes, qui était très présente en fait dans le rapport de Rennes-Prat. Ça fait longtemps qu'elle est sur ces questions-là. Donc elle a une attention extrêmement grande à ça et à d'ailleurs l'élargissement sexe-race-classe. Hein, vraiment, c'est une question qui lui importe. Donc voilà, voilà pour les écoles que je connais un peu. Après, je pense que de façon plus large, le monde du travail actuel dans le spectacle vivant est tellement dur qu'il y a une attention quand même de plus en plus grande à pas laisser les gens dans la nature sans leur avoir fait prendre conscience du monde du travail qu'il y avait derrière. Donc ça fait partie des questions qu'il y a là-dedans. Oui, là devant. J'ai une question, je ne m'y connais pas trop, mais ça m'est venu comme ça dans la discussion, quand vous entendez parler. Qu'en est-il par rapport au regard des questions sur le genre et toutes ces discussions sur les différents mouvements par rapport au genre, trans, etc. C'est-à-dire quand on parle de différence homme-femme, d'égalité homme-femme, mais il y a des gens qui pensent qu'il y a plus un genre, il faudrait qu'il y ait transgenre ou qu'il n'y ait pas de genre, qu'il n'y ait qu'un genre en fait. Donc, qu'en est-il par rapport à cette question-là? Là, ça serait différencié homme-femme, par rapport au sexe. Mais des mouvements se positionnent autrement par rapport justement à la question du sexe. Là, la question, c'est celle de l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant. Donc après, vous allez avoir des esthétiques queer, vous allez avoir, il y a des spectacles qui travaillent cette question-là. Après, il y a des artistes qui eux-mêmes, je pense à Fia Ménard, incarnent cette question-là dans leur personne et d'ailleurs ne le traitent pas nécessairement dans leur spectacle. C'est sûr que c'est pas une question qui est directement sur le devant de la scène, celle-là. C'est la question des rapports hommes-femmes. Pas que par rapport au spectacle en tant que tel, mais par rapport à la façon
mais pas uniquement, enfin, pas en tant que directeur ou directrice, mais en tant que personne uniquement, sans prise en compte du sexe. Enfin, vous voyez ? C'est là où, de toute façon, il y a une tension politique dans, dans ces questions-là, y compris dans les mouvements militants, au sens où effectivement, à un moment, ça importe que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Et mais les hommes ont tendance à ne pas avoir de sexe, c'est-à-dire, voilà, à pouvoir dire que, c'est-à-dire que quand ils sont directeurs, rarement ils vont dire que c'est en tant qu'homme qu'ils sont directeurs. Par contre, quand c'est une femme, on va voir que, enfin, on va mettre en avant le fait que c'est une femme, mais aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La neutralisation de cette question-là, elle viendra quand tu auras autant de femmes que d'hommes à des postes de direction, par exemple, à cet endroit-là. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra se poser la question, entre guillemets, de la neutralisation, comme vous dites. Mais c'est pas une question de neutralisation. Enfin, vous disiez ce mot-là, c'est pour ça que... Non, mais c'est-à-dire pas la neutralisation. Comment dire ? C'est-à-dire que ça deviendra une question indifférente de savoir si c'est un homme ou une femme. Mais ce qui ne veut pas dire que la personne elle-même ne revendiquera pas dans sa vie d'homme ou de femme, de l'être ou de ne pas l'être. C'est des questions différentes. Oui. Oui, dans le spectacle de Magali Montoya. Ce qui est très beau dans ce spectacle, c'est aussi qu'il n'y a pas de question de sexualité. C'est-à-dire que ces femmes qui interprètent tour à tour des hommes, des femmes, des personnages de la cour, quand on demande à Bénédicte, mais au niveau de la façon de vivre la sexualité, par exemple, par rapport à une attirance possible, la question ne se pose pas. Et donc ça rejoint quand même la question du genre et la question de l'esthétique du coup que vous posiez, très genrée, du rôle de la jeune première qui doit être séduisante par rapport au rôle du jeune comédien qui est souvent devant la scène. Est-ce que c'est pas aussi cette question du genre et du coup aussi du rôle de la femme par rapport à l'homme, tel qu'il est aussi représenté sur les plateaux, qui n'est pas un nœud là de la question de la place des femmes dans le théâtre public? Je sais pas, parce que pour moi, la question du genre et la question du désir, c'est pas parce qu'il n'y a que des femmes en scène que la question du désir se pose pas. Le désir, ça circule. Pour moi, il est question, de toute façon, après c'est une sexualité frustrée, hein, clairement, dans La Princesse de Clèves, ça raconte ça, mais évidemment que les questions de désir et d'attirance, et que ce soit joué par des femmes ne l'empêche pas. En tout cas, en tant que spectatrice, c'est pas ça que j'ai reçu. Peut-être, Magali Montoya, oui, peut-être que vous pourriez pas... Puisque... Mais les choix artistiques ont toujours un arrière-pays, et cet arrière-pays, c'est que je trouve toujours qu'il y a certaines comédiennes qui s'absentent des plateaux, parce qu'on est dans des questions de distribution, de distribution de textes classiques ou contemporains, et qu'il y a beaucoup plus de comédiennes que de comédiens, et il y a beaucoup de comédiennes que j'aime beaucoup qui disparaissent des plateaux. Donc moi, j'ai eu ce désir-là de monter La Princesse de Clèves avec des femmes, parce que c'était au théâtre aussi, et parce que le théâtre a une puissance autre que le cinéma. Si je l'avais fait au cinéma, j'aurais fait une distribution avec des jeunes gens qui auraient eu l'âge des rôles, notamment. Vous avez parlé aussi d'intergénérationnel, ça me touche beaucoup parce que c'est important pour moi qu'il y ait tous les corps au plateau. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais faire toute ma vie des spectacles qu'avec des femmes, mais en tout cas, il y a un désir artistique très fort, mais il y a forcément une empreinte politique derrière cette chose-là, qui est importante pour la présence des femmes et pour la présence de l'intergénérationnel aussi sur ce spectacle-là. Voilà. Et qui est une forme de résistance à quelque chose dont on est tous victimes, on sera tous victimes dans nos sociétés. Voilà, d'être mis à la retraite très tôt, d'être une femme qui vieillit, qui se ride, qui ne peut plus être belle à regarder au plateau, une femme qui est victime de son image, uniquement de ça. Et ce spectacle, c'est parler aussi d'une écriture, de la puissance d'une écriture et de la portée, j'emploie des grands mots, hein,
philosophique de cette écriture et de parler du désir au-delà des sexes et tout ça. Bon, voilà, donc je voulais juste dire ça. C'est difficile pour moi d'en parler, le spectacle parle mieux des choix faits que je ne peux en parler. Mais cet arrière-pays, je trouve, c'est une jolie expression. Pourriez nous en dire un peu plus, hein, quand vous dites que c'est un choix artistique avant tout, mais qui est nourri par un arrière-pays. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes passé par des expériences qui vous ont forgé une conscience féministe ou... Moi, je viens du plateau, je suis comédienne au départ, donc je suis aussi confrontée à ces histoires de choix, de désir, d'existence par le désir des autres et par le désir d'une chose plus ou moins formatée. Donc voilà, à un moment donné, c'est comment entrer en action pour réagir aussi par rapport à cette chose-là et ne pas l'accepter comme un état de fait, et puis se dire qu'on peut faire autrement aussi. Ne plus la subir. Une expression que j'aime bien, c'est... Enfin, quand on peut dire que les femmes ne se plaignent pas, elles portent plainte. Je trouve que c'est un peu un cri comme ça sur le plateau. Voilà, elles sont là et elles s'affirment, les actrices... Je trouve que c'est très beau, c'est-à-dire c'est pas vindicatif, on n'est pas là pour faire la peau des hommes, mais c'est pour dire qu'elles voilà, elles sont aussi bien que les hommes capables de porter, de faire entendre ce texte, sa musicalité, sa philosophie, ce que vous disiez, tout ce qui sur le désir, la frustration. C'est un travail aussi, travail sur l'empathie, sur l'humanité, sur les forces et les faiblesses de l'humanité. Une empathie sur l'humanité entière, pour les hommes et pour les femmes. Et ça rejoint le geste d'écriture de Madame de La Fayette. Enfin, l'origine, c'est ça aussi. Puis je voulais juste dire une chose aussi, c'est par rapport à cette histoire de neutre, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais encore aujourd'hui, quand une femme rate un spectacle, on lui dit que son spectacle est raté. Quand un homme rate un spectacle, on lui dit c'est pas grave, tu vas te rattraper sur le prochain. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très 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 présent dans le métier. Voilà, c'est un peu un cri, hein, mais c'est vrai qu'on peut prendre ça avec un peu de distance et en sourire. Mais on en est quand même un peu là. Voilà. Et devant vous, il y a un monsieur. Oui, moi je suis québécois en fait. Je suis très interpellé par ce que j'entends parce que nous au Québec c'est très différent. C'est la parité au niveau de la direction des théâtres. Il y a autant de femmes que d'hommes qui dirigent les théâtres, même chose pour les écoles de théâtre. Donc, et quand j'entends ça, vous dites sur la critique, ça m'étonne et je trouve ça un peu choquant parce que nous, ça se passe pas comme ça du tout. Et je me demande, est-ce que ce problème-là est typiquement, selon vous, c'est typiquement français? Ça se passe surtout en France ou dans les autres pays d'Europe, c'est comme ça aussi? C'est vraiment les hommes qui sont dominants? Je pense qu'il n'y a pas de généralité de situation par pays. Après, de façon générale, le truc, c'est que la question, elle se pose différemment en France, enfin, elle se pose de façon spécifique en France. Encore une fois, parce qu'il y a des directives européennes qui sont arrivées, et c'est aussi pour ça que le rapport Renprat en 2006, c'est parce qu'il y a eu la mission égalité. Pourquoi il y a eu la mission égalité? Parce que c'est des normes, en fait. De toute façon, plus les normes montent, plus elles sont justement à défendre de grandes idées. Et donc, c'est notamment des normes européennes qui sont venues peser un peu sur la France. Et concrètement, le fait que ça soit financé avec de l'argent public fait que ça a été observé avec attention. Et donc, du coup, c'est là où ça a déclenché une prise de conscience. Après, en Allemagne, j'avoue que je ne sais pas quelle est la situation. Je ne suis pas sûre que... c'est beaucoup des hommes. Oui, je ne suis pas sûre qu'elle soit bien meilleure. Mais... Non, mais la France a une particularité, c'est que d'abord, quand même, il y a un maillage territorial de théâtre et de scènes nationales et de CDN tellement important qu'au bout d'un moment, on peut faire un décompte du nombre de femmes ou d'hommes qui dirigent ces lieux. Ce qui n'est pas le cas en Espagne ou en Italie, où d'abord, il n'y a quasiment pas de... C'est des petits lieux alternatifs, machin. Soit c'est des collectifs qui vont diriger ça de manière très underground, très sans subvention, ils passent le chapeau à la fin. Après, les grandes institutions en Espagne ou en Italie, ce sont des hommes. En Grèce, le théâtre est très mal en point. En Allemagne, qu'on prenne la Schaubühne, la Volksbühne, peut-être Gorki, non, c'est une femme, mais sinon, le reste du temps, c'est des hommes. Et en Angleterre, je ne connais pas trop, mais je pense que c'est des hommes aussi.
Mais ça dépend. Après, Après, il y a des femmes qui qui émergent sur la scène. Ouais. Angelica Lidl en Espagne, bon voilà, maintenant tout le monde la connaît. Bon, mais c'est pas... OK, merci. Mais c'est intéressant ce que vous dites au Québec, Au Québec, la parité ben soit entrée dans les mœurs. Et... Si je regarde les grands théâtres au Québec, le TNM, c'est une femme, le Rideau Vert, c'est une femme, le Trident, c'est une femme, l'Espace Go, c'est une femme. Donc ce genre de débat n'a pas lieu d'être. Ben non. On va tous au Québec, alors. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant pour nous d'être là aujourd'hui, d'entendre ça. Aussi. Mais je dirais sur les scènes du Québec, par contre, évidemment, il y a plus d'hommes aussi, à cause de la dramaturgie. Surtout quand on monte les classiques, les textes classiques, évidemment, il y a plus de rôles. Puis là, ben, après ça, c'est un point de vue de metteur en scène. On peut décider de faire jouer tous les personnages d'Andromaque par que des femmes, comme on l'a déjà fait. Mais au niveau de la direction, au niveau même des écoles, il y a 6 écoles de théâtre au Québec. Et il y en a, sur les 6, il y en a 3 dirigées par des femmes. Donc, 3 sur 6. 3 sur 6, d'accord. 3,5, ça serait dur. Ben, c'est pas une règle gouvernementale ou non, c'est comme ça. Les femmes se sont présentées pour diriger, puis elles ont été choisies. Puis, voilà. Donc, venez au Québec. Il y a une dame. Mesdames. Je voulais vous demander pourquoi les femmes sont-elles timides lorsqu'elles demandent des subventions? Sont-elles Timides. Ben, parce que... Parce que elles-mêmes elles se font font du du tort. tort. Donc, de ne pas oser demander plus de subventions. Vous disiez tout à l'heure, lors de votre conférence, que les femmes n'osent pas demander des subventions importantes. Donc, on leur donne ce qu'elles demandent. Ce qui ne suffit pas. Oui, alors enfin, je contextualise un peu, c'est dans le cas de demande d'aide au projet, c'est-à-dire c'est des petites compagnies, bon, c'est aussi que c'est des petites compagnies statistiquement qui demandent de l'aide au projet, et où effectivement elles font des demandes plus réalistes, c'est-à-dire qu'elles intègrent aussi davantage le fait qu'on ne va pas leur donner beaucoup, oui. Et si elles demandent plus, elles ont plus? Non. Pas nécessairement, mais en tout cas, si elles ne demandent pas plus, c'est sûr qu'elles n'auront pas. Voilà, c'est plutôt comme ça. Mais parce que, encore une fois, c'est tous ces mécanismes d'intériorisation qui... Pourquoi on-t-elle peur de gérer de grands capitaux, je n'irai pas jusque-là, ça reste assez modeste, mais... Je voulais poser parce que vous avez quand même beaucoup de femmes, je sors du théâtre, qui ont des postes importants. Dans les entreprises, oui. Christine Lagarde, des gens comme ça, qui sont quand même aussi des femmes. Et pourquoi dans les théâtres, n'osent-elles pas gérer Oui, alors il ne faut pas exagérer non plus sur l'entreprise, hein, je disais ça aussi un peu parce que c'était marquant. Après, dans les CA des entreprises du CAC 40, il n'y a pas beaucoup de femmes. Voilà, donc on n'est pas dans une situation totalement paritaire, égalitaire dans le monde de l'entreprise. Et puis, de toute façon, c'est un monde extrêmement hiérarchisé, etc. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a des tas de mécanismes différents qui se cumulent. Après, je pense que une chose sur le... Enfin, ça n'a pas de rapport direct, mais cette question-là du désir qui était évoquée précédemment, je voulais y revenir parce que justement, je pense que ça, c'est aussi un des grands pièges du monde du spectacle. Il y a l'image de lui-même qu'il a entretenue, mais qu'il continue encore d'entretenir, malgré les chiffres. Et puis, il y a la question justement du désir et du déséquilibre entre les metteurs en scène et les comédiens. Et statistiquement, entre les hommes metteurs en scène et les femmes comédiennes, du coup, vu les équilibres numériques. Et cette question-là, elle touche aussi les hommes comédiens. Ce déséquilibre-là, ce rapport de force-là, qui est-ce qui a le pouvoir dans le théâtre public? C'est les metteurs en scène. Qui est-ce qui a l'argent? C'est les metteurs en scène. Ce n'est pas les auteurs et ce n'est pas les comédiens. Et quand on est en situation d'être désiré, on n'est pas en situation de demander une augmentation de salaire. C'est ça aussi, hein, la réalité des faits qui vient, encore une fois, encore accentuer ces mécanismes-là. Alors, ça n'opère pas au moment de la sélection, sauf que qui est-ce qui demande des projets? C'est des artistes. Enfin, qui est-ce qui demande de l'argent pour des subventions? C'est des artistes. Et donc, c'est vraiment un monde du travail qui
alors moi, il se trouve que par ailleurs, j'ai travaillé beaucoup sur à la fois des spectacles qui représentent le monde du travail et puis des spectacles, le spectacle en tant que monde du travail. Et ce qui est frappant, c'est que derrière tout ça, en fait, ce que j'aurais pu commencer par dire, c'est que le monde du spectacle, c'est un monde qui ne se vit pas comme un monde du travail. Et du coup, tous les rapports de force qu'il y a dans le monde du travail ne sont pas pensés, fondamentalement. Parce qu'on n'est que dans des rapports affectifs. En plus, par rapport, si on compare même avec l'audiovisuel, le théâtre public, c'est un monde, c'est aussi le cas en danse, comment se créent les spectacles, beaucoup par affinité et par interconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a statistiquement assez peu d'auditions par rapport au nombre de castings qu'il y a. Donc on prend des gens qu'on connaît, des gens avec qui il y a des rapports affectifs. Ben, les rapports affectifs, les rapports de familiarité, ça fait que on ne va pas parler d'argent quand même ensemble. On ne va pas parler de rapports de force ensemble parce qu'on est au-dessus de ça, on est ailleurs, et puis de toute façon on fait de l'art, on n'est pas sur des questions bassement matérielles. Donc il y a aussi derrière tout encore une fois, un peu cet imaginaire romantique, mais qui, voilà, de l'art pour l'art, et puis de la grandeur de l'esprit, et du coup, ça permet de laisser dans l'ombre des tas de questions. Une vision un peu noire, hein. Désolée. Vous avez des suggestions d'amélioration de la situation? Après cet état des lieux. Proposition. J'essaie d'en suggérer quand même. Non, mais je pense que, encore une fois, on est en route. D'abord, ça, c'est la première chose à dire. C'est que, mais encore une fois, parce qu'il y a la puissance publique qui s'est mise en route et que, voilà, vu le poids qu'elle a, à partir du moment où ça deviendra obligatoire, forcément, ça aura lieu un peu. Mais, encore une fois, c'est pour ça que la question des écoles, elle est extrêmement importante. On est au stade de la prise de conscience, en fait, d'exposer les faits et... Non, après, encore, il y a un peu déjà des actions. Il y a déjà un peu par exemple, concrètement, à partir du moment où un directeur d'un théâtre national se fixe comme objectif qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les distributions, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les auteurs joués, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les metteurs en scène joués, rendez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir ce que ça fait concrètement. Et qu'est-ce que ça fait quand un théâtre le fait, et bon, idéalement quand d'autres théâtres le font aussi. Voilà, évidemment que ça va changer. Parce que là, la limite aussi, c'est qu'on est sur la puissance publique, c'est sur les subventions qu'elle intervient directement. C'est pas sur les programmations. Oui, et donc puis, le problème, c'est sur les programmations plus que les subventions. Comme vous l'avez dit, ces mécanismes, c'est une lutte en fait contre des mécanismes qui sont ancrés dans notre inconscient collectif. Oui. Et rien de tel que pour lutter contre ces mécanismes-là que d'aller œuvrer lorsqu'elles se forgent, c'est-à-dire dans les écoles. Donc je pense que c'est une action accomplie et très élargie qu'on se doit de se donner. Et je pense qu'avec c'est une analyse complètement personnelle, mais je pense en comparaison avec ce qui se passe au Québec, chose qui ne m'étonne pas du tout, parce que justement le Québec n'a pas autant d'historique que nous. Donc notre lutte, ce n'est même pas vis-à-vis d'une discrimination raciste ou de genre, c'est vraiment contre la lutte de mécanismes, c'est un changement de notre façon de voir, de concevoir, de réfléchir. C'est très très compliqué. Ah oui. Non, mais c'est pour ça que... c'est pour ça que quand on propose un programme, il faut le proposer assez large, assez étudié, assez étoffé, assez élargi, et mener toutes les actions en même temps pour aboutir, pour cibler. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise, une mauvaise intention vis-à-vis des femmes. Et les femmes, contre elles-mêmes, quand on dit elles s'auto-censurent, je ne pense pas qu'elles le fassent consciemment. Elles n'en sont même pas conscientes. Ah bah oui, c'est sûr. Et je dirais même, quand vous parliez de propositions pour améliorer la situation, vous parlez du Québec, et moi je travaille avec une directrice qui travaille au Québec, qui dirige un théâtre au Québec, où je suis sensibilisée à ce qui se passe au Québec, et je travaille sinon avec plein de compagnies en France et en Suisse, et ce que je peux encourager, c'est les projets européens, les projets transnationaux, parce que ça fait un bien fou de ne pas rester en France et de voir ce qui se passe ailleurs, et de mélanger vraiment les cultures pour donner du souffle au projet culturel. Je pense que vraiment la France a besoin de ça dans les années qui viennent. En tout cas, c'est pour eux aller dans les écoles, parler de ça dans les écoles et aller voir ce qui se passe dans les autres pays. Ça va nous aider, c'est certain, à nous donner
même si du point de vue de la vie professionnelle des comédiens, l'herbe n'est pas vraiment plus verte ailleurs. Hein. Ah non, mais après, oui. Après, il y a des lois sociales, oui. Pardon. Je me demande, est-ce que dans votre région, ça existe les collectifs HF Oui. Ah oui. Et pas ici. Alors, pour être un peu pragmatique, là, je me demandais s'il n'y avait pas moyen en Alsace ou à Strasbourg d'initier quelque chose. Parce qu'il n'y a pas que le TNS. Il y a aussi, moi je suis metteur en scène, bah, c'est pas lui, ouais. Si. Il y a aussi les autres. Ouais, aussi bien. Il y a aussi les autres théâtres. Et j'ai regardé un peu avant de venir les pourcentages de programmation, c'est exactement pareil. Hein, 5 et 13 par exemple, des choses comme ça, sur toutes les institutions d'ici. Donc moi je connais le collectif HF à Lyon, je connais à Paris, j'ai eu l'occasion d'aller à des réunions, mais je trouve ça bizarre que dans la région où je suis, je ne puisse pas. Voilà. Donc je voulais dire ça, et je ne sais pas comment vous l'avez pensé avec le TNS, mais je pense que c'est au-delà d'un simple établissement, c'est avec les autres aussi. Ah mais on n'est pas du tout lié à HF, nous. Hein. Je sais. Mais là, à l'issue de la réunion, je pose la question de HF en Alsace ou à Strasbourg. Parce qu'ils ont... Oui, parce qu'en... Voilà, c'est pour ça que je lance... Non, mais je les connais en plus. Je connais bien Sylvie à Lyon, je les connais. Mais c'est ici qu'il faut qu'on se fédère. Ah oui, mais les peu. collectifs HF, c'est des collectifs en partie auto-actifs. D'ailleurs, au départ, c'est des choses, c'est des collectifs régionaux. Il y en a bien ils sont créés dans plusieurs régions. Et après, l'idée, c'est que les artistes d'une région en créent un. Voilà, mais tout à fait. Ça vient donc pas je lance je sais pas comment on dit, le ballon. Un appel à la création voilà, d'un HF Alsace, tout à fait. J'aurais aussi une question. C'est au moment où Aurélie Filippetti a nommé une grande partie de directrices de centres dramatiques nationaux, enfin quelques-unes en tout cas. J'imagine que vous avez suivi ça de près. Quelles ont été en gros les réactions qu'il y a pu y avoir à ces nominations de femmes ? Alors, je dirais que ça a été un peu brouillé. Rentrer un peu dans le détail, je pense que les nominations de femmes à la direction de centres dramatiques nationaux sous Filippetti ont été un peu brouillées par le fait qu'en même temps n'était pas reconduite une femme à la direction d'un théâtre national. Donc je pense que les deux choses sont un peu mêlées dans la réception collective. Après, sur les nominations de femmes, la plus... celle qui a fait le plus parler d'elle, c'est la nomination de Marie-Josée Malice au centre dramatique de la commune, à Aubervilliers. Et là aussi, ça s'est télescopé, mais c'était intéressant avec la création d'un spectacle qui a été effectivement mal reçu par la critique. Et c'était assez intéressant, effectivement, de voir que du coup, on a pu entendre assez fortement cette idée que, voilà, la preuve était là, voilà, on avait nommé une femme, et qu'est-ce qu'elle faisait? Rien de bien. Et effectivement, alors, bon, à la fois, j'abonde dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure sur quand une femme fait un spectacle raté, on va davantage lui dire qu'il est raté que quand c'est le cas d'un homme. Je pense que faut pas nier non plus la violence liée à la dissymétrie de la relation entre. De toute façon, l'artiste, c'est un animal domestique en France. Et ça, c'est compliqué aussi. Non, mais c'est vrai. Il y a à la fois une extrêmement grande bienveillance de façon générale, mais il y a une forme de docilité qui est attendue, et puis mais parce qu'on est en attente de subventions, on est en attente de reconnaissance, c'est un métier extrêmement fragilisant, hein, et les hommes ne sont pas exempts à partir du... Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur la question des rapports hommes-femmes, parce qu'il y a aussi des tas d'autres dissymétries qui existent, et que la dissymétrie qui est qu'on attend des subventions pour créer, elle en est une, hein, et une forte. Mais il est vrai que, par exemple, là, pour ce cas-là, la violence des réactions et l'ironie qui est arrivée tout de suite, comme moi j'ai entendu de la bouche de grands directeurs de théâtre, y compris dans ma région, concernant cette nomination, était d'une très grande violence. J'ajouterais même, elle était d'une violence
assez surprenante, c'est-à-dire que sur Marie-Josée Malice, parce que certes, son spectacle, peu importe, mais les critiques ont été extrêmement violentes sur le spectacle, mais ça allait bien au-delà. C'est-à-dire que en juillet, elle était condamnée pour la programmation à partir de septembre. C'est-à-dire que tout le monde lui était tombé dessus pour dire elle fait un mauvais spectacle, donc sera une très mauvaise directrice de Centre dramatique national. Ça a été horrible. Moi, et c'est vrai que là-dedans, il y a eu une espèce, un emballement. Les mecs étaient bien présents quand même dans cette histoire-là, et j'ai trouvé ça parfaitement injuste. Et on était très peu à la défendre. Au-delà du spectacle, la question, ce n'est pas le spectacle. Le spectacle, après, chacun est libre d'argumenter, d'aimer, de ne pas aimer, de dire les raisons. Mais sur le procès qui lui était fait en amont de sa direction de théâtre, alors qu'elle n'avait pas encore pris les rênes du CDN à Aubervilliers. Donc, et puis là, de toute façon, elle est depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'elle fait. C'est intéressant. Elle défriche des choses, elle tâtonne, machin, mais voilà. Ça change de Besace, qui était là depuis 30 ans. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des barons qui ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Voilà, bon, mais Besace, il fait de la télé, il fait des téléfilms, c'est très bien. Non, je plaisante, il fait aussi du théâtre, je suis méchante. Voilà, y a-t-il encore des questions dans la salle? Oui, bah oui. Alors, il y a certains lieux qui sont touchés par cette question de la parité et qui commencent à déployer des actions pour agir. Mais le fait est que, est-ce que ces actions sont-elles menées à terme? Je m'explique. Dans les écoles, par exemple, donc il y a beaucoup plus de femmes candidates que d'hommes, c'est un fait. Même si à l'arrivée, on prend autant d'hommes que de femmes, le fait est qu'au moment de la sélection, souvent les jurys sont composés plus par des hommes que par des femmes, ce qui fait que ces femmes sont choisies sous le regard d'un homme. Donc est-ce que ces actions arrivent bien à leur terme? Pour le coup, là, dans le processus de sélection que vous évoquez, il n'y a pas de volontarisme pour essayer de faire changer les choses. Donc il faudrait décider qu'il y ait de la parité dans les jurys de sélection, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que si on engage la parité dans les écoles, si on engage la parité, on forme après des élèves, comédiens ou metteurs en scène, à aller sur le terrain et déployer cette parité. Mais si déjà à la sélection, il n'y a pas cette parité, ça pose aussi un problème. Elle ne peut pas être qu'au bout, il faut qu'elle soit dès le début de cette aventure-là, bien sûr. Et en même temps, c'est pour le coup la parité du point de vue des recrutements qui est problématique aussi, puisqu'il y a plus de femmes candidates et il y a une parité au sens où il y a souvent autant de garçons que de filles qui sont pris. Là, en l'occurrence, la parité est pas une avancée pour les femmes. Oui, c'est ça, et qui plus est, des femmes choisies par des hommes en majorité. Des femmes qui sont choisies par des hommes, parce que les jurys sont grandement composés d'hommes par rapport aux jurys femmes. Ça, je ne sais pas si elles sont majoritairement dans toutes les écoles choisies par des hommes, j'en suis pas sûre. Dans beaucoup quand même. Bon, mais c'est une question à étudier. Oui, voilà. Parce que nous n'avons pas les chiffres sous les yeux. On aurait pu parler aussi de la place des auteurs nous n'avons pas évoqué, qui sont très peu jouées sur le plateau, alors qu'elles existent, elles sont nombreuses. Mais je crois que les chiffres, là aussi, parlent d'eux-mêmes. 85% des spectacles joués sont des spectacles écrits par des hommes. Donc bon. Alors, il fut un temps, dans les années 90, on se disait que le féminisme, c'était c'était une histoire de passé, un truc d'une vieillerie. Et on s'aperçoit que c'est une idée neuve dans le théâtre et en Europe. Voilà. J'entendais quelqu'un qui disait il faut aller ailleurs, il faut voir, se nourrir d'autres expériences, effectivement. Et la question des femmes et de la parité ou de l'égalité n'échappe pas à cela. Bien, mais merci. Qui devait aller ailleurs, en fait, c'est aux responsables qui ont ancré ces mécanismes. Absolument, oui. Oui, nous on voyage. Merci beaucoup. On ne demande pas nous. Merci. Merci, bonne soirée. On a bien tenu le temps.